Bonjour, mon invité aujourd'hui est Isabelle Lasserre à propos de ce livre Macron-Poutine, les liaisons dangereuses qui vient d'être publié aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors vous reprochez à Emmanuel Macron d'avoir trop souvent et beaucoup trop parlé à Poutine, mais est-ce qu'il lui a offert quelque chose de concret? Finalement, ils ont parlé. Est-ce que Macron avait quelque chose à donner à Poutine qui aurait pu le faire changer d'avis? Non, je crois que en fait, c'est pas tellement le fait de parler à Poutine qui était un problème, c'est le fait d'avoir maintenu ce dialogue pendant extrêmement longtemps, alors même que Vladimir Poutine lui disait non et ne lui donnait absolument rien. Est-ce qu'Emmanuel Macron pouvait obtenir quelque chose de Vladimir Poutine? Je ne pense pas, parce que pour deux raisons. D'abord parce qu'avec le président russe et le régime politique tel qu'il est aujourd'hui, il n'y a que la force qui fonctionne et le dialogue ne fait absolument jamais plier Vladimir Poutine. Ensuite, parce que je crois qu'aujourd'hui, la France n'est plus une puissance assez forte et assez fédératrice au sein de l'Europe pour pouvoir obtenir elle-même des changements de la part d'un régime dictatorial. Alors vous parlez d'un lobby un peu pro-russe, enfin, un camp russe qui existerait en France. Est-ce que vraiment on peut comparer ce soft power russe à celui occidental? Est-ce que ce lobby russe est aussi important que cela? Écoutez, je crois que en fait, il y a plusieurs lobbies russes qui n'ont pas toujours il n'a pas toujours la même couleur selon les pays dans lesquels il est installé. L'élan pro-russe d'une certaine partie de l'élite allemande, par exemple, me semble davantage connecté à des raisons économiques. Le romantisme russe, pro-russe d'une partie des élites françaises tient davantage à des raisons historiques, culturelles et politiques. Donc, elles ne sont pas les mêmes. Il a été un petit peu mis entre parenthèses depuis février 2022, depuis la seconde guerre d'Ukraine, enfin la grande guerre d'Ukraine déclarée par Vladimir Poutine, mais on le sent quand même sous-jacent dans une partie de l'élite française, dans certains milieux militaires et dans certains courants politiques. Mais dans les milieux que nous fréquentons tous les deux, dans les milieux académiques, les milieux médiatiques, est-ce que vous ne croyez pas quand même que l'influence occidentale, l'influence américaine est sans commune mesure avec l'influence russe? Écoutez, j'ai du mal à comparer en fait ces deux influences parce que en ce qui concerne l'influence américaine, que certains peuvent trouver trop forte dans les pays européens, il s'agit quand même d'une influence au sein d'un même monde, pour moi, qui est le monde occidental et le monde démocratique, où certaines valeurs sont respectées, comme par exemple les droits de l'homme, la liberté de la presse, la liberté des individus. Alors que l'influence russe, c'est l'influence d'un régime politique, c'est pas du tout l'influence d'une civilisation russe. Donc je pense qu'on ne peut absolument pas comparer les deux phénomènes. D'autant plus que l'influence russe, power russe, justement, quand il s'aventure sur un terrain civilisationnel, il n'est pour moi que mensonge, parce que quand Vladimir Poutine se fait le garant le défenseur de la chrétienté, d'une certaine pureté de la civilisation, quand il dit en Russie il n'y a pas de transsexuels, etc. Tout ça, bien entendu, est complètement faux. Je vous donne juste un exemple la GPA, la gestation pour autrui, contre laquelle Poutine a critiqué et qui a été un de ses arguments pour dire qu'en France et en Europe, les Européens sont devenus complètement décadents. La GPA existe en Russie et elle a été légalisée depuis quelques années. Elle permet à des usines c'est un objet financier. Donc voilà. D'accord. Alors, vous reprochez au président Macron d'avoir déclaré qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Vous citez d'autres experts qui, au contraire, disent non, il faut humilier la Russie. Est-ce que vous pensez que il est nécessaire d'humilier la Russie pour qu'elle ne puisse plus recommencer une guerre, ou est-ce qu'il faut mieux ne pas humilier un pays, même un adversaire, parce que la soif de revanche se nourrit de cela?
Je pense qu'il est compliqué de dire il ne faut pas humilier la Russie en pleine guerre avec l'Ukraine. On aurait tendance à dire il faut surtout pas davantage humilier l'Ukraine. Je pense aussi que si la Russie s'est sentie humiliée, notamment à la fin des années 90, c'est parce qu'elle avait perdu la guerre froide et non pas parce que l'Occident l'a humiliée. Et enfin, oui, je fais partie des gens qui pensent que non pas la Russie doit être humiliée, mais Vladimir Poutine et ce régime. Alors après, on peut adopter toutes les expressions que l'on veut, mais je pense qu'ils doivent perdre et sans doute en perdant seront-ils humiliés. Et là, je parle du régime russe, je ne parle pas de la Russie. Il est évident aussi que après la guerre, il faudra trouver une façon de renouer le dialogue avec la Russie, que la Russie ne déménagera pas, qu'elle a une géographie qui fait qu'on sera toujours les voisins de la Russie et qu'il faudra retrouver une manière de la ramener vers l'Europe et de recommencer un dialogue. Mais je pense que ça ne pourra se faire que quand ce régime aura perdu la guerre et ça ne pourra se faire aussi que lorsque ce régime ou le suivant aura affronté son passé et se sera demandé, poser la question de savoir pourquoi c'est en Russie que est né Staline, pourquoi c'est en Russie qu'est né Poutine, et qu'il n'aura pas confronté, qu'il n'aura pas été confronté, comme l'ont fait les Allemands après la Seconde Guerre mondiale, qu'il n'aura pas été confronté à tous les crimes qui ont été commis. Sinon, je pense que, en fait, ce manque de confrontation à l'histoire est un poison qui va ronger tous les régimes politiques à Moscou, comme le poison de la guerre en Ukraine ronge les murs du Kremlin aujourd'hui. Alors, les accords de Minsk n'ont pas été réellement mis en œuvre, pas entièrement. Est-ce que c'est uniquement de la faute de la Russie ou est-ce que l'Ukraine a également des responsabilités dans la non-application des accords de Minsk? Bah, je pense que l'Ukraine n'a pas non plus appliqué les accords de Minsk parce que tout simplement, ce sont des accords qui étaient largement favorables à la Russie et que l'Ukraine, en Oui, mais elle quelque les a sorte, signés. Elle les a signés elle les néanmoins. a signés. Je crois qu'on lui a un petit peu tordu le bras. Et en fait, c'était des accords qui étaient. En fait, les accords de Minsk me font penser un petit peu aux accords de Dayton, mais en moins bien. C'est-à-dire qu'ils ont duré beaucoup moins longtemps. C'est des accords qui ont permis de geler la guerre, mais dont la nature ne permettait pas de régler la question. Alors, en fait, vous devez la triompher puisque le président Macron a pris une autre position. Désormais, il se fait le meilleur avocat de l'Ukraine. Est-ce que ce sont les Polonais et les Pays-Baltes qui ont remporté la partie? Est-ce que désormais, ce sont la Pologne et les Pays-Baltes qui sont, disons, qui mènent le bal dans le concert européen? Alors, triompher, je n'aurais pas, je n'emploierais pas ce mot. Par contre, je me félicite effectivement qu'Emmanuel Macron ait enfin tenu compte de la position des pays de l'Est, puisque ces pays d'Europe de l'Est ont eu raison sur la nature du régime poutinien depuis le début, alors que nous, les pays d'Europe occidentale, et notamment l'Allemagne et la France, en tout cas leurs élites politiques, avaient tort. Chacun pense ce qu'il veut, mais moi, ce que je remarque en suivant la diplomatie française, c'est que, en fait, ce manque d'écoute et de curiosité vis-à-vis de ces pays du flanc est de l'Europe plus les petites phrases qu'avait prononcées Emmanuel Macron, avaient fini par isoler la France. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas être leader de l'Europe, or c'était l'ambition, et c'est toujours l'ambition d'Emmanuel Macron de l'être, si on n'englobe pas ces pays, si on n'englobe pas l'Europe entière, et donc si on n'épouse pas en partie les positions de ces pays qui, encore une fois, ont eu raison sur la Russie. Ça ne fait pas d'Emmanuel Macron un Polonais, ni un Balte, parce qu'il est beaucoup plus modéré que ne le sont les Polonais et les Baltes, mais ça en fait une voix qui penche un peu plus à l'Est qu'avant, et je pense que pour moi c'est une bonne nouvelle. Et pourtant, ces pays ne seront pas, risquent de ne pas être reconnaissants à la France, risquent d'avoir toujours quand même un tropisme pro-américain. Et on peut dire qu'ils ont été lucides en même temps que depuis le départ, ils ont bloqué toute tentative de rapprochement entre l'Union européenne et la Russie. Donc, est-ce qu'ils ont été lucides ou est-ce qu'ils ont été un facteur de blocage à une époque où les relations auraient pu être différentes entre la Russie et l'Union européenne? Je pense que le blocage est toujours venu pour moi de Moscou et non pas des pays européens,
que les que les pays d'Europe orientale soient beaucoup plus en fait beaucoup moins réceptifs à l'idée d'un dialogue avec la Russie. C'est vrai, on le comprend, c'est pour des raisons historiques. Je ne sais pas s'ils en voudront à la France parce que en même temps la France reste quand même pour l'instant un des deux grands pays d'Europe avec la plus forte armée, un pays doté de la dissuasion nucléaire et qu'on ne pourra pas faire sans la France pour la plupart des grandes décisions européennes. Donc, il y a bien évidemment d'autres sujets qui divisent beaucoup les pays de l'Est et les pays d'Europe du Sud et occidentale, notamment l'immigration. Et donc, l'entente ne sera jamais parfaite, mais les mois qui viennent nous diront d'abord si Emmanuel Macron a vraiment changé, s'il maintient en fait ce nouvel ancrage à l'est de l'Europe, et d'autre part si les pays d'Europe orientale seront capables en gros d'effacer l'ardoise. Merci Isabelle Lasserre. On a encore beaucoup de choses à débattre parce qu'on a effectivement les positions qui ne sont pas, qui sont différentes sur cette point, mais je recommande très chaudement la lecture de votre livre Macron-Poutine, les liaisons dangereuses, avec cette photo de la longue table que l'on a bien connue de ce sommet. Et ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire.